J'appris que l'homme à la jambe de bois, qui s'appelait Tungbi, était un barbare impitoyable qui, après avoir servi d'abord dans le commerce du houblon, avait suivi Monsieur Crickle dans la carrière de l'enseignement. On supposait que c'était parce qu'il s'était cassé la jambe au service de Monsieur Crickle et qu'il savait tous ses secrets, l'ayant assisté dans beaucoup d'opérations peu honorables. J'appris qu'à la seule exception de Monsieur Crickle, Tungby considérait toute la pension, maître ou élève, comme ses ennemis naturels et qu'il mettait son plaisir à se montrer grognon et méchant. J'appris que Monsieur Crickle avait un fils, que Tungby n'aimait pas, et qu'un jour, ce fils qui aidait son père dans la pension, ayant osé lui adresser quelques observations sur la façon dont il traitait les enfants, peut-être même protester contre les mauvais traitements que sa mère avait à souffrir, Monsieur Crickle l'avait chassé de chez lui, et que, depuis ce jour, Mistress Crickle et Miss Crickle menaient la vie la plus triste du monde. Mais ce qui m'étonna le plus, ce fut d'entendre dire qu'il y avait un de ses élèves sur lequel Monsieur Crickle n'avait jamais osé lever la main, et que cet élève était Steerforth. Steerforth confirma cette assertion en disant qu'il voudrait bien voir qu'il le touchât du bout du doigt. Un élève pacifique, ce ne fut pas moi, lui ayant demandé comme il s'y prendrait si Monsieur Crickle en venait là. Il trempa une allumette dans le phosphore, comme pour donner plus d'éclat à sa réponse, et dit qu'il commencerait par lui donner un bon coup sur la tête avec la bouteille d'encre qui était toujours sur la cheminée. Après quoi, pendant quelques minutes, nous restâmes dans l'obscurité, n'osant pas seulement souffler de peur. J'appris que M. Sharp et M. Mell ne recevaient qu'un misérable salaire, que, lorsqu'il y avait à dîner sur la table de M. Crickle de la viande chaude et de la viande froide, il était convenu que M. Sharp devait toujours préférer la froide. Ce fait nous fut de nouveau confirmé par Steerforth, le seul admis aux honneurs de la table de M. Crickle. J'appris que la perruque de M. Sharp n'allait pas à sa tête et qu'il ferait mieux de ne pas tant faire son fier avec sa perruque, parce qu'on voyait ses cheveux roux passer par-dessous. J'appris qu'un des élèves était le fils d'un marchand de charbon et qu'on le recevait dans la pension en paiement du comte de Charbon, ce qui lui avait valu le surnom de Monsieur Troc, sobriquet emprunté au chapitre du livre d'arithmétique qui traitait de ces matières. Quant à la bière, disait-on, c'est un vol fait aux parents, aussi bien que le pudding. On croyait, en général, que Miss Crickle était amoureuse de Steerforth. Quoi de plus probable, me disais-je, tandis qu'assis dans les ténèbres, je songeais à la voix si douce, au beau visage, aux manières élégantes, aux cheveux bouclés de mon nouvel ami. J'appris aussi que M. Mell était un assez bon garçon, mais qu'il n'avait pas suspense à lui appartenant, et qu'à coup sûr, la vieille Madame Mell, sa mère, était pauvre comme Job. Cela me rappela mon déjeuner où j'avais cru entendre Mon Charles. Mais, grâce à Dieu, je me rappelle aussi que je n'en soufflais mot à personne. Toute cette conversation se prolongea un peu de temps après le banquet. La plus grande partie des convives étaient allés se coucher dès que le repas avait été terminé. Et nous finîmes par les imiter après être restés encore à chuchoter et à écouter tout en nous déshabillant. Bonsoir, petit Copperfield, dit Steerforth. Je prendrai soin de vous. Vous êtes bien bon, dis-je, le cœur plein de gratitude. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous une sœur dit Steerforth, tout en bâillant. Non, répondis-je. C'est dommage, dit Steerforth. Si vous en aviez eu une, je crois que ce serait une gentille petite personne, timide, jolie, avec des yeux très brillants. J'aurais aimé à faire sa connaissance. Bonsoir, petit Copperfield. Bonsoir, monsieur, répondis-je. Je ne pensais qu'à lui, au fond de mon lit. Je me soulevai pour le regarder. Couché au clair de la lune, sa jolie figure tournée vers moi, la tête négligemment appuyée sur son bras, c'était à mes yeux un grand personnage. Il n'est pas étonnant que j'en eusse l'esprit tout occupé. Les sombres mystères de son avenir inconnu ne se révélaient pas,
sur sa face à la clarté de la lune. Il n'y avait pas une ombre attachée à ses pas pendant la promenade que je fis en rêve avec lui dans le jardin. Chapitre 7. Mon premier semestre à Salem House. Les classes recommencèrent sérieusement le lendemain. Je me rappelle avec quelle profonde impression j'entendis tout à coup tomber le bruit des voix qui fut remplacé par un silence absolu lorsque M. Crickle entra après le déjeuner. Il se tint debout sur le seuil de la porte, les yeux fixés sur nous, comme dans les contes de fées, quand le géant vient passer en revue ses malheureux prisonniers. Tungby était à côté de M. Crickle. Je me demandais dans quel but il criait silence d'une voix si féroce. Nous étions tous pétrifiés, muets et immobiles. On vit parler M. Crickle et on entendit Tungby dans les termes suivants. Jeunes élèves, voici un nouveau semestre. Veillez à ce que vous allez faire dans ce nouveau semestre. De l'ardeur dans vos études, je vous le conseille, car moi, je reviens plein d'ardeur pour vous punir. Je ne faiblirai pas. Vous aurez beau frotter la place, vous n'effacerez pas la marque de mes coups. Et maintenant, tous à l'ouvrage. Ce terrible exorde prononcé, Tungby disparut et M. Crickle s'approcha de moi. Il me dit que, si je savais bien mordre, lui aussi il était célèbre en ce genre. Il me montra sa canne et me demanda ce que je pensais de cette dent-là. Était-ce une dent canine, hein? Était-ce une grosse dent, hein? Avait-elle de bonnes pointes, hein? Mordait-elle bien, hein? Mordait-elle bien? Et à chaque question, il me cinglait un coup de jonc qui me faisait tordre en deux. J'eus donc bientôt payé, comme disait Steerforth, mon droit de bourgeoisie à Salem House. Il me coûta bien des larmes. Au reste, j'aurais tort de me vanter que ces marques de distinction spéciale fussent réservées pour moi. J'étais loin d'en avoir le privilège. La grande majorité des élèves, surtout les plus jeunes, n'étaient pas moins favorisés, toutes les fois que M. Crickle faisait le tour de la salle d'études. La moitié des enfants pleuraient et se tordaient déjà. Dès avant l'entrée à l'étude, et je n'ose pas dire combien d'autres élèves se tordaient et pleuraient avant la fin de l'étude. On m'accuserait d'exagération. Je ne crois pas que personne au monde puisse aimer sa profession plus que ne le faisait M. Crickle. Le plaisir qu'il éprouvait à détacher un coup de canne aux élèves ressemblait à celui que donne la satisfaction d'un appétit impérieux. Je suis convaincue qu'il était incapable de résister au désir de frapper, surtout de bonnes petites joues bien potelées. C'était une sorte de fascination qui ne lui laissait pas de repos, jusqu'à ce qu'il eût marqué et tailladé le pauvre enfant pour toute la journée. J'étais très joufflue dans ce temps-là, et j'en sais quelque chose. Quand je pense à cet être-là, maintenant, je sens que j'éprouve contre lui une indignation aussi désintéressée que si j'avais été témoin de tout cela sans être en son pouvoir. Tout mon sang bout dans mes veines à la pensée de cette brute imbécile qui n'était pas plus qualifiée pour le genre de confiance importante dont il avait reçu le dépôt que pour être grand amiral ou pour commander en chef l'armée de terre de Sa Majesté. Peut-être même, dans l'une ou l'autre de ses fonctions, aurait-il fait infiniment moins de mal. Et nous, malheureuses petites victimes d'une idole sans pitié, avec quelle servilité nous nous abaissions devant lui. Quel début dans la vie, quand j'y pense, que d'apprendre à ramper à plat ventre devant un pareil individu. Je me vois encore assis devant mon pupitre. J'observe son œil, je l'observe humblement. Lui, il est occupé à rayer un cahier d'arithmétique pour une autre de ses victimes. Cette même règle vient de cingler les doigts du pauvre petit garçon, qui cherche à guérir ses blessures en les enveloppant dans son mouchoir. J'ai beaucoup à faire. Ce n'est pas par paresse que j'observe l'œil de M. Crickle, mais parce que je ne peux m'en empêcher. J'ai un désir invincible de savoir ce qu'il va faire tout à l'heure, si ce sera mon tour ou celui d'un autre, d'être martyrisé. Une rangée de petits garçons, placés après moi, observe son œil, dans le même sentiment d'angoisse. Je sens qu'il le voit, bien qu'il ait l'air de ne pas s'en apercevoir. Il fait d'épouvantables grimaces tout en rayant son cahier,
puis il jette sur nous un regard de côté. Nous nous penchons en tremblant sur nos livres. Un moment après, nos yeux sont de nouveau attachés sur lui. Un malheureux coupable, qui a mal fait un de ses devoirs, s'avance sur l'injonction de monsieur Crickle. Il balbutie des excuses et promet de mieux faire le lendemain. Monsieur Crickle fait quelques plaisanteries avant de le battre, et nous rions, pauvres petits chiens, couchants que nous sommes. Nous rions, pâles comme la mort, et le corps refoulé jusqu'au bas de nos talons. Me voilà de nouveau devant mon pupitre, par une étouffante journée d'été. J'entends tout autour de moi un bourdonnement confus, comme si mes camarades étaient autant de grosses mouches. J'ai encore sur l'estomac le gras de bouillie tiède que nous avons eu à dîner il y a 1 heure ou 2. J'ai la tête lourde, comme du plomb. Je donnerais tout au monde pour pouvoir dormir. J'ai l'œil sur monsieur Crickle. Je cherche à le tenir bien ouvert. Quand le sommeil me gagne pas trop, je le vois à travers un nuage, réglant éternellement son cahier, puis, tout d'un coup, il vient derrière moi et me donne un sentiment plus réel de sa présence, en m'allongeant un bon coup de canne sur le dos. Maintenant, je suis dans la cour, toujours fascinée par lui, bien que je ne puisse pas le voir. Je sais qu'il est occupé à dîner dans une pièce dont je vois la fenêtre. C'est la fenêtre que j'examine. S'il passe devant, ma figure prend immédiatement une expression de résignation soumise. S'il met la tête à la fenêtre, l'élève le plus audacieux, Steerforth, seul excepté, s'arrête au milieu du cri le plus perçant pour prendre l'air d'un petit saint. Un jour Traddles, je n'ai jamais vu garçon plus malencontreux, casse par malheur un carreau de la fenêtre avec sa balle. À l'heure qu'il est, je frissonne encore en songeant à ce moment fatal. La balle a dû rebondir jusque sur la tête sacrée de monsieur Crickle. Pauvre Traddles, avec sa veste et son pantalon bleu de ciel devenu trop étroit, qui donnait à ses bras et à ses jambes l'air de saucisson bien ficelé. C'était bien le plus gai, mais aussi le plus malheureux de nous tous. Il était battu régulièrement tous les jours. Je crois vraiment que pendant ce semestre entier, il n'y échappa pas une seule fois, sauf un lundi, jour de congé, où il ne reçut que quelques coups de règle sur les doigts. Il nous annonçait tous les jours qu'il allait écrire à son oncle pour se plaindre, et jamais il ne le faisait. Après un moment de réflexion, la tête couchée sur son pupitre, il se relevait, se remettait à rire et dessinait partout des squelettes sur son ardoise, jusqu'à ce que ses yeux fussent tout à fait secs. Je me suis longtemps demandé quelle consolation Traddles pouvait trouver à dessiner des squelettes. Je le prenais au premier abord pour une espèce d'ermite qui cherchait à se rappeler, au moyen de ces symboles de la brièveté de la vie, que l'exercice de la canne n'aurait qu'un temps. Mais je crois qu'en réalité, il avait adopté ce genre de sujet parce que c'était le plus facile et qu'il n'y avait pas de traits à faire sur les lignes. Traddles était un garçon plein de cœur. Il considérait comme un devoir sacré pour tous les élèves de se soutenir les uns les autres. Plusieurs fois, il eut à en porter la peine. Un jour surtout, où Steerforth avait ri pendant l'office, le bedeau crut que c'était Traddles et le fit sortir. Je le vois encore, quittant l'église, suivi des regards de toute la congrégation. Il ne voulut jamais dire quel était le vrai coupable. Et pourtant, le lendemain, il fut cruellement châtié, et il passa tant d'heures en prison qu'il en sortit avec un plein cimetière de squelettes entassés sur toutes les pages de son dictionnaire latin. Mais aussi, il fut bien récompensé. Steerforth dit que Traddles n'était pas un capon, et quelle louange à nos yeux aurait pu valoir celle-là. Quant à moi, j'aurais supporté bien des choses pour obtenir une pareille indemnité. Et pourtant, j'étais bien plus jeune que Traddles, et beaucoup moins brave. Un des grands bonheurs de ma vie, c'était de voir Steerforth se rendre à l'église en donnant le bras à Miss Crickle. Je ne trouvais pas Miss Crickle aussi belle que la petite Émilie. Je ne l'aimais pas. Jamais je n'aurais eu cette audace, mais je la trouvais remarquablement séduisante et d'une distinction sans égale. Quand Steerforth, en pantalon blanc, tenait l'ombrelle de Miss Crickle, je me sentais fière de le connaître, et il me semblait qu'elle ne pouvait s'empêcher de l'adorer de tout son cœur. Monsieur Sharp et monsieur Mell étaient certainement, à mes yeux, de grands personnages, mais Steerforth les éclipsait comme le soleil éclipse les étoiles. Steerforth continuait à me protéger, et son amitié m'était des plus utiles,
car personne n'osait s'attaquer à ceux qu'il daignait honorer de sa bienveillance. Il ne pouvait me défendre vis-à-vis de monsieur Crickle, qui était très sévère pour moi. Il n'essayait même pas, mais quand j'avais eu à souffrir encore plus que de coutume, il me disait que je n'avais pas de toupet, que, pour son compte, jamais il ne supporterait un pareil traitement. Cela me redonnait un peu de courage, et je lui en savais gré. La sévérité de monsieur Crickle eut pour moi un avantage, le seul que j'ai jamais pu découvrir. Il s'aperçut un jour que mon écriteau le gênait quand il passait derrière le banc, et qui voulait me donner, en circulant, un coup de sa canne. En conséquence, l'écriteau fut enlevé, et je ne le revis plus. Une circonstance fortuite vint encore augmenter mon intimité avec Steerforth, et cela d'une manière qui me causa beaucoup d'orgueil et de satisfaction. Un jour qu'il me faisait l'honneur de causer avec moi pendant la récréation, je me hasardai à lui faire observer que quelqu'un ou quelque chose, j'ai oublié les détails, ressemblait à quelqu'un ou à quelque chose dans l'histoire de Peregrine Pickle. Steerforth ne répondit rien, mais le soir, pendant que je me déshabillais, il me demanda si j'avais cet ouvrage. Je lui dis que non, et je lui racontai comment je l'avais lu, de même que tous les autres livres dont j'ai parlé au commencement de ce récit. Est-ce que vous vous en souvenez dit Steerforth. Oh oui, répondis-je. J'avais beaucoup de mémoire, et il me semblait que je me les rappelais à merveille. Écoutez-moi, Copperfield, dit Steerforth. Vous me les raconterez. Je ne peux pas m'endormir de bonne heure le soir, et je me réveille généralement de grand matin. Nous les prendrons les uns après les autres. Ce sera juste comme dans les 1001 nuits. Cet arrangement flatta singulièrement ma vanité, et le soir même, nous commençâmes à le mettre à exécution. Je ne saurais dire, et je n'ai nulle envie de le savoir, comment j'interprétais les œuvres de mes auteurs favoris, mais j'avais en eux une foi profonde, et je racontais, autant que je puis y croire, avec simplicité et avec gravité, ce que j'avais à raconter. Ces qualités-là faisaient passer par-dessus bien des choses. Il y avait pourtant un revers à la médaille. Bien souvent le soir, je tombais de sommeil, ou bien j'étais ennuyée et peu disposée à reprendre mon récit, et alors c'était bien pénible. Mais il fallait pourtant le faire, car de désappointer Steerforth, au risque de lui déplaire, il n'en pouvait pas être question. Le matin aussi, quand j'étais fatiguée et que j'avais grande envie de dormir encore une heure, je trouvais très peu divertissant d'être réveillée en sursaut comme la sultane Scheherazade et contraint à raconter une longue histoire avant que la cloche se mît à sonner. Mais Steerforth tenait bon, et comme, en revanche, il m'expliquait mes problèmes et mes versions, et qu'il m'aidait à faire ce qui me donnait trop de peine, je ne perdais pas sur ce marché. Que me soit permis cependant de me rendre justice. Ce n'était ni l'intérêt personnel, ni l'égoïsme, ni la crainte qui me faisait agir ainsi. Je l'aimais et je l'admirais. Son approbation me payait de tout. J'y attachais un tel prix que j'ai le cœur serré aujourd'hui en me rappelant ses enfantillages. Steerforth ne manquait pas non plus de prudence, et, une fois entre autres, il la déploya avec une persistance qui dut, je crois, faire venir un peu l'eau à la bouche au pauvre Traddles et à mes autres camarades. La lettre que m'avait annoncée Peggotty, et quelle lettre, m'arriva au bout de quelques semaines, et elle était accompagnée d'un gâteau enfoui au milieu d'une provision d'oranges et de 2 bouteilles de vin de prime vert. Je m'empressais, comme de raison, d'aller mettre ces trésors aux pieds de Steerforth, en le priant de se charger de la distribution. Écoutez-moi bien, Copperfield, dit-il, nous garderons le vin pour vous humecter le gosier quand vous me raconterez des histoires. Je rougis à cette idée, et dans ma modestie, je le conjurai de n'y pas songer. Mais il me dit qu'il avait remarqué que j'étais souvent un peu enrouée, ou, comme il disait, que j'avais des chats dans la gorge et que ma liqueur serait employée jusqu'à la dernière goutte à me rafraîchir le gosier. En conséquence, il l'enferma dans une caisse qui lui appartenait. Il en mit une portion dans une fiole, et de temps à autre, lorsqu'il jugeait que j'avais besoin de me restaurer, il m'en administrait quelques gouttes au moyen d'un chalumeau de plumes. Parfois, dans le but de rendre le remède encore plus efficace, il avait la bonté d'y ajouter un peu de jus d'orange ou de gingembre ou d'y faire fondre de la muscade. Je ne puis pas dire que la saveur en devint plus agréable, ni que cette boisson fût précisément stomachique à prendre le soir
en se couchant ou le matin en se réveillant, mais ce que je puis dire, c'est que je l'avalais avec la plus vive reconnaissance pour les soins dont me comblait Steerforth. Pérégrine nous prit, à ce qu'il me semble, des mois à raconter. Les autres contes, plus longtemps encore. Si l'institution s'ennuyait, ce n'était toujours pas faute d'histoire, et la liqueur dura presque aussi longtemps que mes récits. Le pauvre Traddles, je ne puis jamais songer à lui sans avoir à la fois une étrange envie de rire et de pleurer, remplissait le rôle des chœurs dans les tragédies antiques. Tantôt il affectait de se tordre de rire dans les endroits comiques, tantôt, lorsqu'il arrivait quelques événements effrayants, il semblait saisi d'une mortelle épouvante. Cela me troublait même très souvent au milieu de mes narrations. Je me souviens qu'une de ses plaisanteries favorites, c'était de faire semblant de ne pouvoir s'empêcher de claquer des dents lorsque je parlais d'un alguazil en racontant les aventures de Gil Blas. Et le jour où Gil Blas rencontra dans les rues de Madrid le capitaine des voleurs, ce malheureux Traddles poussa de tels cris de terreur que M. Crickle l'entendit en rôdant dans notre corridor et le fouetta d'importance pour lui apprendre à se mieux conduire au dortoir. Rien n'était plus propre à développer en moi une imagination naturellement rêveuse et romanesque que ces histoires racontées dans une profonde obscurité, et sous ce rapport, je doute que cette habitude m'ait été fort salutaire. Mais, en me voyant choyer dans notre dortoir comme un joujou récréatif, et en songeant au renom que m'avait fait et au relief que me donnait mon talent de narrateur parmi mes camarades, bien que je fusse le plus jeune, le sentiment de mon importance me stimulait infiniment. Dans une pension où règne une cruauté barbare, quel que soit le mérite de son directeur, il n'y a pas de danger qu'on apprenne grand-chose. En masse, les élèves de Salem House ne savaient absolument rien. Ils étaient trop tourmentés et trop battus pour pouvoir apprendre quelque chose. Peut-on jamais rien faire au milieu d'une vie perpétuellement agitée et malheureuse? Mais ma petite vanité, aidée des conseils de Steerforth, me poussait à m'instruire. Et si elle ne m'épargnait pas grand-chose en fait de punition, du moins, elle me faisait un peu sortir de la paresse universelle, et je finissais par rattraper au vol, par-ci par-là, quelques bribes d'instruction. En cela, j'étais soutenue par Monsieur Mell, qui avait pour moi une affection dont je me souviens avec reconnaissance. J'étais fâchée de voir que Steerforth le traitait avec un dédain systématique et ne perdait jamais une occasion de blesser ses sentiments ou de pousser les autres à le faire. Cela m'était d'autant plus pénible que j'avais confié à Steerforth que Monsieur Mell m'avait mené voir deux vieilles femmes. Il m'aurait été aussi impossible de lui cacher un pareil secret que de ne pas partager avec lui un gâteau ou toute autre douceur. Mais j'avais toujours peur que Steerforth ne se servît de cette révélation pour tourmenter M. Mell. Pauvre M. Mell! Nous ne nous doutions guère, ni l'un ni l'autre, le jour où j'allais déjeuner dans cette maison et faire en somme, à l'ombre des plumes de paon, au son de la flûte, du mal que causerait plus tard cette visite insignifiante à l'hospice de sa mère. Mais on en verra plus tard les résultats imprévus. Et, dans leur genre, ils ne manquèrent pas de gravité. Un jour, M. Crickle garda la chambre pour indisposition. La joie fut grande parmi nous, et l'étude du matin singulièrement agitée. Dans notre satisfaction, nous étions difficiles à mener, et le terrible Tungby eut beau paraître 2 ou 3 fois, il eut beau noter les noms des principaux coupables, personne n'y prit garde. On était bien sûr d'être puni le lendemain, quoi qu'on pût faire, et mieux valait se divertir en attendant. C'était un jour de demi-congé, un samedi, mais comme nous aurions dérangé M. Crickle en jouant dans la cour, et qu'il ne faisait pas assez beau pour qu'on pût aller en promenade, on nous fit rester à l'étude pendant l'après-midi. On nous donna seulement des devoirs plus courts que de coutume. C'était le samedi que M. Sharp allait faire friser sa perruque. M. Mell avait alors le privilège d'être chargé des corvées. C'est lui qui nous faisait travailler ce jour-là. S'il m'était possible de comparer un être aussi paisible que M. Mell à un ours ou à un taureau, je dirais que ce jour-là, au milieu du tapage inexprimable de la classe, il ressemblait à un de ces quadrupèdes assaillis par un millier de chiens. Je le vois encore, appuyant sur ses mains osseuses, sa tête à moitié brisée, s'efforçant en vain de poursuivre son aride labeur,
au milieu d'un vacarme qui aurait rendu fou jusqu'au président de la Chambre des communes. Une partie des élèves jouait à Colin-Maillard dans un coin. Il y en avait qui chantaient, qui parlaient, qui dansaient, qui hurlaient. Les uns faisaient des glissades, les autres sautaient en rond autour de lui. On faisait 50 grimaces, on se moquait de lui devant ses yeux et derrière son dos. On parodiait sa pauvreté, ses bottes, son habit, sa mère, toute sa personne enfin, même ce qu'on aurait dû le plus respecter. Silence! Cria M. Mell, en se levant tout à coup et en frappant sur son pupitre avec le livre qu'il tenait à la main. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'est pas tolérable. Il y a de quoi devenir fou. Pourquoi vous conduisez-vous ainsi envers moi, messieurs? C'était mon livre qu'il tenait en ce moment. J'étais debout à côté de lui lorsqu'il promena ses yeux autour de la chambre. Je vis tous les élèves s'arrêter subitement, les uns un peu effrayés, les autres peut-être repentants. La place de Steerforth était au bout de la longue salle. Il était appuyé contre le mur, l'air indifférent, les mains dans les poches. Toutes les fois que M. Mell jetait les yeux sur lui, il faisait mine de siffler. Silence, monsieur Steerforth, dit M. Mell. Silence vous-même, dit Steerforth en devenant très rouge. À qui parlez-vous? Asseyez-vous, dit M. Mell. Asseyez-vous vous-même, dit Steerforth, et mêlez-vous de vos affaires. Il y eut quelques chuchotements, même quelques applaudissements. Mais M. Mell était d'une telle pâleur que le silence se rétablit immédiatement. Et un élève qui s'était précipité derrière la chaise de notre maître d'études dans le but de contrefaire encore sa mère, changea d'idée et fit semblant d'être venu lui demander de tailler sa plume. Si vous croyez, Steerforth, dit M. Mell, que j'ignore l'influence que vous exercez sur tous vos camarades, et ici il posa la main sur ma tête sans savoir probablement ce qu'il faisait, ou que je ne vous ai pas vu, depuis un moment, exciter les enfants à m'insulter de toutes les façons imaginables, vous vous trompez. Je ne me donne seulement pas la peine de penser à vous, dit froidement Steerforth. Ainsi, vous voyez que je ne cours pas le risque de me tromper sur votre compte. Et quand vous abusez de votre position de favori, monsieur, continua M. Mell, les lèvres tremblantes d'émotion, pour insulter un gentleman, un quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Cria Steerforth. Ici quelqu'un, c'était Traddles, s'écria. Fi donc, Steerforth, c'est mal. Mais M. Mell lui ordonna immédiatement de se taire, en insultant quelqu'un qui n'est pas heureux en ce monde, monsieur, et qui ne vous a jamais fait le moindre tort, quelqu'un dont vous n'avez ni assez d'âge ni assez de raison pour pouvoir apprécier la situation, dit M. Mell d'une voix toujours plus tremblante. Vous commettez une bassesse et une lâcheté. Maintenant, monsieur, vous pouvez vous asseoir ou rester debout, comme bon vous semble. Copperfield, continuez. Copperfield, dit Steerforth en s'avançant au milieu de la chambre. Attendez un instant. Monsieur Mell, une fois pour toutes, entendez-moi bien. Quand vous avez l'audace de m'appeler un lâche ou de me donner quelque autre nom de ce genre, vous n'êtes qu'un impudent mendiant. Vous êtes toujours un mendiant en tout temps, vous le savez bien. Mais dans le cas présent, vous êtes un impudent mendiant. Je ne sais ce qui se préparait. Steerforth allait peut-être sauter au collet de M. Mell, ou peut-être M. Mell allait-il commencer les coups. Mais en une seconde, tous les élèves semblèrent changés en blocs de pierre. Monsieur Crickle était au milieu de nous, Tungby debout à côté de lui. Mistress Crickle et sa fille passaient la tête à la porte d'un air effrayé. Monsieur Mell s'accouda sur son pupitre, la tête cachée dans ses mains, sans prononcer une seule parole. Monsieur Mell, dit Monsieur Crickle, en le secouant par le bras, et sa voix généralement si faible avait pris assez de vigueur pour que Tungby jugeât inutile de répéter ses paroles. Vous ne vous êtes pas oublié, j'espère. Non, monsieur, non, répondit le répétiteur en relevant la tête et en se frottant les mains avec une sorte d'agitation convulsive. Non, monsieur, non. Je me suis souvenu, non, monsieur Crickle, je ne me suis pas oublié. Je me suis souvenu, monsieur, j'aurais seulement voulu que vous vous souvinssiez un peu plus tôt de moi, monsieur Crickle. Cela aurait été plus généreux, monsieur, plus juste, monsieur. Cela m'aurait épargné quelque chose, monsieur.
Monsieur Crickle, les yeux toujours fixés sur Monsieur Mell, s'appuya sur l'épaule de Tangby et, montant sur l'estrade, il s'assit devant son pupitre. Après avoir, du haut de ce trône, contemplé quelques instants encore Monsieur Mell qui continuait à branler la tête et à se frotter les mains dans son agitation, Monsieur Crickle se tourna vers Steerforth. Puisqu'il ne daigne pas s'expliquer, voulez-vous me dire, monsieur, ce que tout ceci signifie? Steerforth éluda un moment la question. Il se taisait et regardait son antagoniste d'un air de colère et de dédain. Je ne pouvais, en ce moment, il m'en souvient, m'empêcher d'admirer la noblesse de sa tournure et de le comparer à monsieur Mell, qui avait l'air si commun et si ordinaire. Eh bien, alors dit enfin Steerforth, qu'est-ce qu'il a voulu dire en parlant de favoris? De favoris? Répéta monsieur Crickle, et les veines de son front se gonflaient de colère. Qui a parlé de favoris? C'est lui, dit Steerforth. Et qu'entendiez-vous par là, monsieur, je vous prie? Demanda monsieur Crickle en se tournant d'un air irrité vers monsieur Mell. J'entendais, monsieur Crickle, répondit-il à voix basse, ce que j'ai dit, c'est qu'aucun de vos élèves n'avait le droit de profiter de sa position de favori pour me dégrader. Vous dégradez, dit monsieur Crickle. Bon Dieu! Mais permettez-moi de vous demander, monsieur je ne sais qui. Et ici, monsieur Crickle, croisant ses bras et sa canne sur sa poitrine, fronça tellement les sourcils que ses petits yeux disparurent presque absolument. Permettez-moi de vous demander si, en osant prononcer le mot de favori, vous montrez pour moi le respect que vous me devez. Que vous me devez, monsieur, dit monsieur Crickle en avançant tout à coup la tête, puis la retirant aussitôt. À moi, qui suis le chef de cet établissement et dont vous n'êtes que l'employé. C'était peu judicieux de ma part, monsieur. Je suis tout prêt à le reconnaître, dit monsieur Mell. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été poussé à bout. Ici, Steerforth intervient. Il a dit que j'étais lâche et bas, alors je l'ai appelé un mendiant. Peut-être ne l'aurais-je pas appelé mendiant si je n'avais pas été en colère, mais je l'ai fait, et je suis tout prêt à en supporter les conséquences. Je me sentis tout glorieux de ces nobles paroles, sans probablement me rendre compte que Steerforth n'avait pas grand-chose à redouter. Tous les élèves eurent la même impression que moi, car il eut un murmure d'approbation, quoique personne n'ouvrît la bouche. Je suis surpris, Steerforth, bien que votre franchise vous fasse honneur, dit M. Crickle. Certainement, elle vous fait honneur. Mais cependant, je dois le dire, Steerforth, je suis surpris que vous ayez prononcé un semblable épithète en parlant d'une personne employée et salariée dans Salem House, monsieur. Steerforth fit entendre un petit rire. Ce n'est pas une réponse, monsieur, dit M. Crickle. J'attends de vous quelque chose de plus, Steerforth. Si un moment auparavant M. Mell m'avait paru bien vulgaire auprès de la noble figure de mon ami, je ne saurais dire combien M. Crickle me semblait plus vulgaire encore. Qu'il le nie, dit Steerforth. Comment? Qu'il nie d'être mendiant, Steerforth? S'écria M. Crickle. Est-ce qu'il mendie par les chemins? S'il ne mendie pas lui-même, alors c'est sa plus proche parente, dit Steerforth. N'est-ce pas la même chose? Il jeta les yeux sur moi, et je sentis la main de M. Mell se poser doucement sur mon épaule. Je le regardais, le cœur plein de regrets et de remords, mais les yeux de M. Mell étaient fixés sur Steerforth. Il continuait à me caresser affectueusement l'épaule, mais c'était Steerforth qu'il regardait.